Mon mari s'est moqué de moi, là, en plein tribunal. Sa maîtresse a souri. Ses parents ont souri. Même leur avocat semblait détendu. Puis, le juge a ouvert un dossier, il a ajusté ses lunettes, et il a dit une chose qui a effacé tous les sourires de leur visage, elle n'a pas besoin d'avocat. Quelques secondes plus tard, leur avocat a pâli. Mon Dieu, regardez son dossier. Et juste comme ça, tous ceux qui étaient venus pour me voir perdre, ont soudainement oublié comment respirer. Je m'appelle Emma Carter. Et le jour où mon mari a cru m'avoir détruite, fut le jour où il a compris qu'il ne m'avait jamais vraiment connue. La salle d'audience, au cœur du palais de justice de Paris, sentait légèrement le vieux papier, le café, et la cire pour meubles. C'était un mardi matin, au début du mois d'octobre. Il faisait gris et froid dehors, le genre de journée d'automne parisienne qui pousse les gens à marcher un peu plus vite, en gardant la tête baissée. J'étais assise seule, à la table des plaignants. Pas d'avocat, pas de famille, pas d'amis. Juste moi. De l'autre côté de la pièce, se trouvait mon mari depuis 14 ans, Ryan Carter. Il avait l'air plus confiant que je ne l'avais vu depuis des mois. Son costume bleu marine, hors de prix, lui allait à la perfection. Et l'expression suffisante sur son visage, me disait qu'il croyait que cette audience serait le chapitre final de mon humiliation. À ses côtés était assise Vanessa, 28 ans, enceinte, et affichant ce même sourire satisfait, qu'elle portait depuis le jour où elle avait emménagé dans l'appartement que Ryan avait secrètement loué pour elle. Ryan s'est adossé à sa chaise, et m'a regardé directement. « Tu es vraiment venue seule ?» Je n'ai pas répondu. Sa mère a ri doucement. Emma a toujours été têtue. Son père a secoué la tête. Elle aurait dû engager quelqu'un. Ryan a eu un sourire en coin. Avec quel argent ? Vanessa a baissé les yeux, faisant semblant d'être gênée. Elle ne l'était pas. Elle savourait chaque seconde de cet instant. J'ai détourné le regard, et je me suis concentrée sur le symbole de la justice, accroché derrière le bureau du juge. Au cours des 6 derniers mois, j'avais appris une chose importante. Les gens révèlent souvent leur véritable nature, lorsqu'ils pensent avoir déjà gagné. Ryan l'avait certainement fait. L'homme que j'avais épousé avait autrefois été attentionné, et travailleur. Il avait été drôle, ambitieux, et étonnamment gentil. Quand nous nous sommes rencontrés, il ne pouvait pas se payer de restaurant cher. Alors, nous passions nos soirées à partager des plats à emporter, sur les quais de la Seine. À l'époque, le succès n'était pas ce qui comptait. Du moins, c'est ce que je croyais. Quelque part en cours de route, l'argent l'a changé. Ou peut-être que l'argent a simplement révélé qui il avait toujours été. L'huissier a réclamé le silence dans la salle. Tout le monde s'est levé. Le juge Malcolm Reeves est entré, et a pris place. L'audience a commencé. L'avocat de Ryan a immédiatement commencé à présenter ses arguments. Il a parlé avec assurance, exposant la position de Ryan, concernant le partage des biens conjugaux. Selon leur version de la réalité, Ryan avait tout construit lui-même. L'entreprise de logistique, les investissements, les propriétés, les économies, tout. Pendant ce temps, j'étais censée n'avoir contribué que très peu. Une épouse d'un grand soutien, une femme au foyer, rien de plus. À l'entendre, on aurait dit que j'étais une simple passagère, dans ma propre vie. Je suis restée silencieuse. Cela a semblé les rendre encore plus confiants. L'avocat a continué. Ryan a hoché la tête à plusieurs reprises. Vanessa lui serrait de temps en temps la main, sous la table. Ses parents regardaient la scène, avec fierté. Puis, le juge a commencé à examiner les documents. Page après page. Son expression restait indéchiffrable. Les minutes passaient. La pièce est devenue étrangement silencieuse. Finalement, le juge Reeves a fait une pause. Il a ouvert un autre dossier, un dossier plus épais. Celui que j'avais personnellement soumis. Il l'a étudié attentivement. Puis, il a levé les yeux, directement vers l'avocat de Ryan. « Maître », a-t-il dit calmement, avant de poursuivre.
Je crois que vous devriez examiner ceci. L'avocat a froncé les sourcils. Il a accepté le dossier. Au début, il avait l'air simplement curieux, puis confus, puis inquiet. Ensuite, il s'est passé quelque chose qui a immédiatement attiré mon attention. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Il a tourné les pages plus vite. Ses yeux se sont écarquillés. Il a cessé de respirer pendant une seconde. Mon Dieu, a-t-il chuchoté. La salle d'audience est devenue silencieuse. Ryan s'est penché vers lui. Qu'est-ce qu'il y a? L'avocat n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il m'a regardé directement. Pas avec arrogance. Pas avec pitié. Avec reconnaissance. Ce fut le moment où l'assurance de Ryan a commencé à se fissurer. Qu'est-ce qu'il y a? A répété Ryan. L'avocat a dégluti. Vous ne me l'avez jamais dit. Dit quoi? Vous ne m'avez jamais dit qui est votre femme. La pièce a soudainement semblé très petite. Ryan a ri nerveusement. De quoi parlez-vous? L'avocat a fermé le dossier. Puis, il s'est frotté le front. Le juge a pris la parole. Madame Carter détient une licence d'avocate en cours de validité, inscrite au barreau de Paris. Silence. Un silence absolu. Vanessa a cligné des yeux. Ryan a fixé le vide. Sa mère avait l'air confuse. Le juge a continué. De plus, Madame Carter a passé près de 12 ans à pratiquer le droit de la famille, avant de quitter le cabinet privé. L'avocat a lentement secoué la tête, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il lisait. Ryan s'est tourné vers moi. Quoi? Sa voix semblait plus faible maintenant, presque incertaine. J'ai simplement croisé son regard. Pendant des années, Ryan m'avait présenté comme une ancienne avocate, une avocate à la retraite. Une femme qui s'était éloignée de sa carrière. Ce qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre, c'est que je n'avais jamais perdu mes connaissances. Je n'avais jamais rendu ma robe, et je n'avais jamais oublié comment fonctionnait le tribunal des affaires familiales. Le juge a continué d'examiner les documents. Madame Carter a choisi de se représenter elle-même. L'avocat s'est rassis lourdement. Ryan avait l'air complètement perdu. Ses parents ont échangé des regards nerveux. Pour la première fois de la matinée, plus personne ne souriait. Mais la vérité, c'est que devenir ma propre avocate n'était pas la raison pour laquelle ils auraient dû s'inquiéter. Loin de là. Le vrai danger n'était pas assis à l'intérieur de cette salle d'audience. Le vrai danger était caché dans des centaines de pages de preuves, que j'avais passé des mois à rassembler. Des preuves dont Ryan ignorait l'existence. Des preuves qui finiraient par révéler exactement ce qu'il avait fait, tout en prétendant être la victime. Alors que l'audience était temporairement suspendue, Ryan s'est approché de ma table. Sa confiance s'estompait maintenant. Emma, a-t-il dit doucement. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes. Puis, j'ai répondu honnêtement. Tu ne me l'as jamais demandé. L'huissier a annoncé la suspension de séance. Les gens ont commencé à quitter leur siège. Ryan est resté immobile. Et pour la première fois depuis que notre mariage avait commencé à s'effondrer, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant. De la peur. Parce que la vérité, c'est que cette bataille judiciaire n'avait pas commencé il y a 6 mois. Elle avait commencé des années plus tôt. À l'époque où j'avais sacrifié une carrière que j'aimais, pour l'aider à construire la vie que Ryan prétendait être entièrement la sienne. Et avant que cette affaire ne soit terminée, chaque élément caché de cette histoire allait être mis en lumière. Pendant la suspension de 15 minutes, je me tenais seul, près d'un distributeur automatique, dans le couloir à l'extérieur de la salle 4B. Je regardais à travers une étroite fenêtre, le ciel gris au-dessus de Paris. Mes mains étaient stables. Cela m'a surprise. 6 mois plus tôt, elle ne l'aurait pas été. 6 mois plus tôt, je pouvais à peine traverser un supermarché sans avoir l'impression que j'allais m'effondrer dans le rayon des céréales. C'est la partie que les gens comprennent rarement à propos de la trahison.
La liaison en elle-même n'est pas toujours ce qui vous détruit. C'est la réalisation que quelqu'un en qui vous aviez confiance a discrètement réécrit la réalité dans votre dos. Et un jour, vous vous réveillez, et vous découvrez que la vie que vous pensiez vivre n'existe plus. Ryan avait fait exactement cela. Le plus étrange, c'est que si quelqu'un m'avait dit 15 ans plus tôt que Ryan Carter deviendrait l'homme assis en face de moi au tribunal, je ne l'aurais jamais cru. Quand nous nous sommes rencontrés, il n'était pas puissant. Il n'était pas riche. Il n'était pas le genre d'homme que les femmes poursuivaient. Il était simplement Ryan, un commercial travailleur, qui essayait de se construire un avenir. J'avais 29 ans, et je commençais déjà à me faire un nom en tant qu'avocate en droit de la famille, dans un cabinet respecté. Mon emploi du temps était brutal. Mes prêts étudiants étaient énormes, et la plupart des semaines, je travaillais 60 heures ou plus. Un jeudi soir pluvieux, je me suis arrêtée dans un café de quartier après le travail. Ryan était là. Il a accidentellement renversé du café sur ma mallette. Il a passé 10 minutes à s'excuser. Puis 20 autres minutes à me faire rire. 3 mois plus tard, nous sortions ensemble. 2 ans plus tard, nous étions mariés. En y repensant aujourd'hui, ces premières années ont probablement été les plus heureuses de ma vie. Nous n'avions pas grand-chose. Nous louions un petit appartement. Nous conduisions des voitures d'occasion. Nous nous inquiétions pour les factures, mais nous étions des partenaires. Du moins, c'est ce que je pensais. Quand Ryan est venu me voir avec l'idée de créer sa propre entreprise de logistique, je n'ai pas hésité. La plupart des gens voyaient le risque. Moi, j'ai vu le potentiel. J'ai utilisé mon expérience juridique pour l'aider à établir la structure de l'entreprise. J'ai examiné les contrats. J'ai négocié les baux. Je travaillais le soir, après avoir terminé mon travail d'avocate habituel. Il y a eu des soirs où Ryan s'endormait sur le canapé, pendant que je restais éveillée jusqu'à 2 heures du matin, à examiner des documents. Je ne me suis jamais plainte, parce que c'est ce que le mariage signifiait pour moi. On construit ensemble. On fait des sacrifices ensemble. On réussit ensemble. 5 ans plus tard, l'entreprise a décollé. Puis, elle a explosé. De gros contrats sont arrivés. Les revenus ont augmenté de façon spectaculaire. La petite opération est devenue une entreprise de plusieurs millions d'euros. Les gens ont commencé à louer la vision de Ryan, son leadership, sa détermination. Et il méritait une partie de ses éloges. Il a travaillé incroyablement dur. Mais ce qui a progressivement disparu de l'histoire, c'était la contribution de tous les autres, y compris la mienne. Le premier signe d'alerte est arrivé si lentement, que je l'ai presque manqué. Ryan a commencé à corriger les gens. Pas de manière agressive, juste subtilement. Si quelqu'un mentionnait à quel point j'avais aidé à construire l'entreprise, il souriait et disait quelque chose comme « Eh bien, Emma m'a soutenu émotionnellement. » Soutenu émotionnellement. Comme si je n'avais pas passé des années à aider à construire les fondations sous tout ce qu'il possédait maintenant. Au début, je l'ai ignoré. Ensuite, je l'ai rationalisé. Puis, je m'y suis habitué. C'était là mon erreur. Parce que les gens s'habituent à tout comportement que vous tolérez. Quelques années plus tard, j'ai quitté le cabinet. Non pas parce que je le voulais, mais parce que la vie l'exigeait. Mon père a développé de graves problèmes de santé. Ryan voyageait constamment. L'entreprise exigeait de plus en plus de son temps, chaque année. Quelque chose devait céder, et ce fut ma carrière. Je me suis dit que ce serait temporaire, 1 an, peut-être 2. Au lieu de cela, c'est devenu presque 7 ans. Je suis restée active, en suivant les obligations de formation juridique continue, et j'ai gardé mon inscription au barreau à jour. Mais je ne pratiquais plus activement. Pendant ce temps, le succès de Ryan ne cessait de croître. Sa confiance grandissait, elle aussi. Puis, finalement, c'est devenu autre chose. De l'arrogance. La transformation s'est produite progressivement. Des costumes plus chers, des restaurants plus chers, des amis plus chers. Les conversations ont commencé à tourner autour de l'argent, du statut, de l'influence, des apparences.
L'homme qui, autrefois, célébrait l'achat de meubles d'occasion, mesurait maintenant les gens en fonction des quartiers dans lesquels ils vivaient. Le pire, ce n'était pas de le regarder changer. Le pire, c'était de le regarder cesser de me voir. Je suis devenue une partie du décor. Fiable, prévisible, invisible. Puis, Vanessa est arrivée. 28 ans, intelligente, ambitieuse, belle. Elle a rejoint l'entreprise en tant que responsable marketing. Je l'ai rencontrée 2 fois lors d'événements professionnels. Elle semblait amicale, professionnelle, polie. Je ne l'ai jamais considérée comme une menace. Pourquoi l'aurais-je fait? Après 14 ans de mariage, la confiance devient une routine. Vous arrêtez de chercher le danger. La première vraie fissure est apparue un soir, quand Ryan est rentré à la maison inhabituellement tard. Puis, c'est arrivé encore et encore. Les voyages d'affaires se sont multipliés. Les appels téléphoniques se prenaient à l'extérieur. Les SMS disparaissaient rapidement. Les signes étaient là, tous sans exception. Je ne voulais tout simplement pas y croire. Puis, un samedi après-midi, la réalité m'a rattrapée. Pas de manière dramatique. Pas par un détective privé, ni par une confession choquante. Mais par un relevé de carte de crédit. Un prélèvement d'un hôtel de luxe, dans le centre de Paris, à une date où Ryan prétendait assister à un congrès à Lyon. Au début, j'ai supposé qu'il y avait une explication. Puis, j'ai trouvé un autre prélèvement. Et encore un autre, et un autre. Les preuves se sont accumulées doucement, patiemment, comme de la neige qui tombe. Je me souviens être assise seule à la table de ma cuisine, regardant ces relevés pendant que la maison restait complètement silencieuse. Mon estomac me semblait vide. Je n'étais pas en colère, pas encore. Juste anéantie. Quand Ryan a franchi la porte d'entrée ce soir-là, je lui ai donné une occasion. Une seule occasion. Je lui ai posé une question simple. Y a-t-il quelque chose que tu dois me dire? Il n'a pas hésité. Non. Ce seul mot a tout changé. Parce qu'à ce moment-là, la liaison a cessé d'être une simple trahison. C'est devenu une question de tromperie, de calcul, de choix. Au cours des semaines suivantes, j'en ai découvert davantage. Messages privés, dossiers de voyage, transferts financiers, paiement d'appartement. Ryan ne faisait pas d'erreur. Il n'était pas confus. Il n'était pas en plein doute. Il construisait une vie entièrement séparée. Et il utilisait les biens de notre mariage pour la financer. Une nuit, je me suis assise dans mon bureau à la maison, pour examiner des documents, bien après minuit. Des piles de dossiers couvraient mon bureau. Relevés bancaires, informations immobilières, rapports d'entreprise, historique de transactions. Des années de formation juridique ont commencé à se réveiller en moi. Ces mêmes instincts, sur lesquels je m'étais appuyé lors d'innombrables affaires de divorce, sont revenus. Des schémas sont apparus. Des questions se sont formées. Des connexions se sont dessinées. Puis, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Un transfert, important, caché, soigneusement dissimulé. À première vue, cela semblait ordinaire, mais ce n'était pas le cas. Je me suis penchée de plus près, j'ai examiné les documents justificatifs, puis je les ai examinés à nouveau. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Parce que soudain, je ne regardais plus les preuves d'une liaison. Je regardais quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose que Ryan croyait sincèrement que personne ne trouverait jamais. Et si j'avais raison, toute sa stratégie pour le divorce était sur le point de s'effondrer. Je me suis adossée à ma chaise, et j'ai fixé le document. Dehors, Paris dormait. À l'intérieur, tout venait de changer. Parce que, pour la première fois depuis la découverte de la liaison, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ryan pensait que j'étais une femme qu'il avait laissée derrière lui. Une femme dont les meilleures années étaient révolues. Une femme qui ne comprenait plus les règles du jeu. Il ne pouvait pas se tromper davantage. Et bientôt, j'en aurai la preuve. Le premier transfert caché que j'ai découvert m'a mené à un deuxième. Le deuxième a conduit à un troisième. À la fin de cette semaine-là,
J'étais assise dans mon bureau, entourée de suffisamment de documents pour remplir plusieurs boîtes d'archives. Et j'étais arrivée à une conclusion qui aurait choqué presque tous ceux qui connaissaient Ryan Carter. Mon mari ne cachait pas seulement une liaison. Il cachait de l'argent. Beaucoup d'argent. J'aimerais pouvoir dire que je me suis sentie triomphante quand j'ai compris. Ce ne fut pas le cas. Surtout, je me suis sentie fatiguée. Il y a quelque chose de profondément douloureux, à réaliser qu'une personne en qui vous aviez une confiance absolue, a passé des mois, ou peut-être des années, à comploter contre vous. Pourtant, l'avocate en moi a refusé de détourner le regard. Les faits comptaient, les preuves comptaient, la vérité comptait. Et la vérité devenait impossible à ignorer. Au cours des semaines suivantes, je suis devenue méthodique, prudente, patiente. Je n'ai pas confronté Ryan. Je ne l'ai pas accusé. Je n'ai pas fait de grands discours pleins d'émotions. Au lieu de cela, j'ai fait ce que font les bons avocats. J'ai rassemblé les faits. Chaque matin, Ryan partait au travail en croyant contrôler la situation. Chaque soir, il rentrait à la maison en pensant que j'ignorais complètement ce qu'il faisait. Je l'ai laissé y croire. Pendant ce temps, j'ai construit une chronologie. La liaison, le bail de l'appartement, les frais de voyage, les comptes cachés, les transferts, les investissements. Les pièces se sont lentement connectées. Puis, un après-midi, j'ai découvert quelque chose d'encore plus troublant. L'argent ne disparaissait pas simplement. Il était redirigé, structuré, superposé, déplacé à travers de multiples comptes. Pas de manière illégale au sens pénal, du moins. Pas d'après ce que je pouvais prouver initialement. Mais c'était clairement conçu, pour faire paraître les actifs plus petits qu'ils ne l'étaient réellement. Une erreur classique. Non pas parce que la stratégie était inhabituelle, mais parce que Ryan supposait que personne ne l'examinerait de près. Malheureusement pour lui, examiner la tromperie financière dans les affaires de divorce avait autrefois fait partie de ma profession. Un soir, je me suis assise en face de mon amie de longue date et ancienne collègue, Sarah Whitmore, dans un restaurant tranquille près de la Seine. Sarah était restée dans le droit de la famille, alors que je m'en étais éloignée. Elle était l'une des avocates les plus brillantes que j'ai jamais connues. Je ne l'engageais pas. Je voulais simplement un autre regard. Après avoir examiné plusieurs documents, elle s'est adossée à sa chaise. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Puis, elle a sifflé doucement. Emma. Quoi? Soit ton mari est incroyablement arrogant, soit il est incroyablement stupide. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Peut-être les deux. Sarah a hoché la tête. Sûrement les deux. Elle a fait glisser plusieurs feuilles vers moi. Si c'est exact, il cache beaucoup plus que quiconque ne le réalise. J'ai baissé les yeux. Je sais. Sait-il que tu l'as découvert? Non. Bien. J'ai haussé un sourcil. Bien. Très bien. Sarah a croisé les bras. Plus il croira que tu n'es pas préparé, plus il fera d'erreurs. C'est exactement ce qui s'est passé. Ryan est devenu de plus en plus négligent. Non pas parce qu'il manquait d'intelligence, mais parce qu'il se sentait invincible. L'entreprise prospérait. Vanessa était enceinte. Ses parents le soutenaient complètement. Ses avocats croyaient avoir un dossier simple. Et j'apparaissais isolé, faible, vaincu. Chaque supposition jouait en ma faveur. Un mois plus tard, Ryan a officiellement demandé le divorce. Les papiers sont arrivés un mercredi matin pluvieux. Je me suis assise à l'îlot de la cuisine, et j'ai lu chaque page. Le langage était poli, professionnel, clinique. Pourtant, sous le jargon juridique, il y avait un message clair. Ryan avait l'intention de minimiser ma contribution à notre mariage, et de maximiser la sienne. Quand j'ai atteint les déclarations financières, j'ai presque ri. Les chiffres étaient absurdes. Des catégories entières d'actifs semblaient incomplètes. Certains investissements manquaient totalement. Plusieurs transferts avaient complètement disparu des déclarations. Ces omissions n'étaient pas accidentelles.
Je l'ai su immédiatement. Et parce que je le savais, Ryan venait de me remettre un problème supplémentaire pour lui, et un avantage de plus pour moi. Ce soir-là, il est rentré à la maison avec des plats à emporter d'un restaurant que nous adorions. Pendant un instant, voir ce sac en papier familier m'a presque fait mal. Il fut un temps où partager un dîner ensemble me donnait l'impression d'être dans l'endroit le plus sûr au monde. Maintenant, j'avais l'impression d'être assise en face d'un étranger. Il a posé la nourriture sur le comptoir. J'ai pris ton plat préféré. Je l'ai dévisagé. Ce geste aurait signifié quelque chose, 6 mois plus tôt. Maintenant, cela semblait presque insultant. Qu'est-ce que tu veux, Ryan? Il a soupiré. Je ne veux pas que ça tourne mal. J'ai failli sourire. Non pas parce que le commentaire était drôle, mais à cause du timing. Il avait déjà menti, déjà trompé, déjà caché des biens, et déjà installé une autre femme dans un appartement. Et maintenant, il voulait discuter de la façon d'éviter que les choses tournent mal. Tu aurais dû y penser plus tôt. Sa mâchoire s'est contractée. Nous pouvons régler ça à l'amiable. Ah oui? Oui. Il s'est assis. Tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas. Il y avait une véritable confiance dans sa voix. Presque de la réassurance, comme s'il croyait être généreux. Cela m'a dérangé bien plus que de la colère. Parce que cela signifiait qu'il ne comprenait vraiment pas ce qu'il avait fait, ni à qui il s'adressait. Il pensait parler à une épouse effrayée. Ce n'était pas le cas. Il parlait à une femme qui avait passé 12 ans à regarder des juges évaluer des preuves. Une femme qui comprenait les conséquences. Une femme qui avait finalement cessé de se sous-estimer. Plusieurs jours plus tard, j'ai assisté à un événement de l'entreprise, pour une seule raison, l'observation. La réception avait lieu dans la salle de bal d'un hôtel de luxe. Les cadres se mêlaient. Le champagne coulait à flots. Une musique douce jouait en fond. Ryan se déplaçait avec assurance dans la foule, comme un homme célébrant une victoire. Vanessa restait à ses côtés. Je les regardais de l'autre bout de la pièce, sans aucune jalousie. Ce stade était dépassé. Au lieu de cela, j'observais les détails, les conversations, les interactions, les comportements. À un moment donné, Vanessa a ri bruyamment à quelque chose que Ryan a dit. Puis, elle a posé sa main sur son bras. La salle l'a remarqué. Les gens ont échangé des regards. Des murmures se sont propagés. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Pas de l'admiration, mais du jugement. Subtil, silencieux, mais indéniable. Beaucoup de gens savaient déjà, et beaucoup d'entre eux désapprouvaient. Ryan, lui, ne l'avait tout simplement pas remarqué. Le succès peut créer une illusion. Vous commencez à croire que les applaudissements signifient le respect. Les deux ne sont pas toujours synonymes. Alors que la soirée s'achevait, je traversais le hall de l'hôtel vers la sortie. Une voix m'a arrêté. Emma. Je me suis retournée. C'était David Mercer, l'un des cadres supérieurs de Ryan, un homme bien, marié depuis près de 30 ans. Il avait l'air mal à l'aise. Je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Il a hésité, puis a baissé la voix. Fais attention. Mon expression est restée neutre. À quel sujet? Il a jeté un coup d'œil vers la salle de bal. Ryan prend des décisions qu'il ne devrait pas prendre. Je n'ai rien dit. David a continué. Des décisions commerciales. Cela a attiré mon attention. Quel genre de décision? Son hésitation m'a tout dit. Il n'était pas prêt à fournir des détails. Pas encore. Mais il venait de confirmer quelque chose d'important. Les problèmes s'étendaient au-delà de notre mariage, bien au-delà. Alors que je rentrais chez moi en traversant le centre de Paris, les lumières de la ville se reflétant sur le pare-brise, mon esprit revenait sans cesse à l'avertissement de David. Parce que si Ryan faisait aussi des choix imprudents au travail, la situation pouvait être encore plus vaste que je ne l'avais imaginé. Et si c'était vrai,
les preuves que je possédais déjà n'étaient qu'un début. Je ne le savais pas encore, mais la prochaine découverte allait bouleverser toute l'affaire. Et quand cette découverte atteindrait finalement la salle d'audience, plus personne du côté de Ryan n'aurait envie de sourire. La deuxième session de notre audience de divorce a commencé 3 semaines plus tard. À ce moment-là, le bruit s'était discrètement répandu dans certains cercles juridiques de Paris. Pas publiquement, pas de façon spectaculaire. Mais suffisamment de personnes savaient qu'Emma Carter, l'avocate qui s'était éloignée de la profession des années plus tôt, était de retour au tribunal de la famille, se représentant elle-même dans un divorce à forts enjeux financiers. Ce que personne, en dehors d'un très petit groupe, ne savait, c'était exactement quelles preuves j'avais l'intention de présenter. Ce secret restait enfermé dans plusieurs classeurs épais, posés à côté de moi, sur le bureau de la défense. Ryan est entré dans la salle d'audience, l'air plus modéré que lors de la première audience. L'arrogance était toujours là, mais elle semblait plus forcée. Quelque chose avait changé. Peut-être était-ce la prise de conscience que je n'étais pas impuissante. Peut-être était-ce la tension croissante autour de l'affaire. Ou peut-être était-ce l'instinct. Parfois, les gens sentent le danger, avant de le comprendre pleinement. Vanessa était de nouveau là. Les parents de Ryan aussi. Leur assurance n'avait pas complètement disparu, mais les sourires faciles s'étaient envolés. Le juge Reeves est entré. Les débats ont commencé. L'avocat de Ryan s'est levé en premier. À son crédit, il s'est montré très professionnel. Il n'a pas tenté d'attaque bas de gamme. Il ne s'est pas lancé dans de grandes théâtralités. Au lieu de cela, il a fait valoir que, malgré les désaccords sur l'évaluation et les divulgations, le tribunal devrait aller de l'avant en utilisant les dossiers financiers déjà soumis. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Parce que si ces dossiers étaient acceptés, les actifs cachés de Ryan resteraient cachés, du moins en théorie. Quand son avocat a terminé, le juge Reeves s'est tourné vers moi. « Madame Carter ?» Je me suis levée. Mon pouls est resté calme. Des années plus tôt, j'avais passé d'innombrables heures dans des salles d'audience, exactement comme celle-ci. L'environnement m'était familier. Les règles m'étaient familières. La pression m'était familière. Votre honneur, ai-je dit. Avant de poursuivre, j'aimerais aborder l'exactitude des déclarations financières, soumises par M. Carter. Ryan a légèrement bougé. Son avocat a jeté un coup d'œil vers lui. J'ai ouvert le premier classeur. Puis le deuxième. Puis le troisième. La salle d'audience est devenue silencieuse. J'ai remis des copies à l'huissier. En quelques minutes, les documents ont été distribués. Relevés bancaires, dossiers de transfert, résumés d'investissement, dossiers immobiliers, notes de frais d'entreprise, historique de transactions. Des centaines de pages. Des mois de travail. Le juge Reeves a examiné les documents attentivement. L'avocat de Ryan les a examinés, lui aussi. Alors qu'il tournait page après page, j'ai observé la même réaction que j'avais déjà vue auparavant. Confusion, inquiétude, reconnaissance. Puis, l'alerte. Ryan s'est penché vers lui. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Son avocat n'a pas répondu. Il a continué à lire. Ce silence a effrayé Ryan plus que n'importe quelle réponse ne l'aurait fait. Finalement, l'avocat a baissé les documents. Son expression semblait épuisée. Ryan. Quoi? Vous m'aviez dit que ces comptes n'existaient pas. La pièce est devenue parfaitement immobile. Ryan a cligné des yeux. Quel compte? L'avocat l'a dévisagé. Puis il a brandi plusieurs pages. Ces comptes. Le visage de Ryan a perdu ses couleurs. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Puis le juge Reeves a pris la parole. Monsieur Carter, ces documents sont-ils authentiques? Ryan a dégluti. Sa confiance s'évaporait en temps réel. C'est compliqué. Cette réponse ne l'a pas aidé. L'expression du juge s'est durcie. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé.
De l'autre côté de la pièce, Vanessa avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Elle ne souriait plus. Les parents de Ryan non plus. Je suis restée silencieuse, car ce n'était pas le moment d'être en colère. C'était le moment pour les faits. Et les faits sont bien plus puissants. Au cours des 2 heures suivantes, les preuves se sont dévoilées pièce par pièce. Les comptes d'investissement cachés, les transferts non déclarés, l'appartement de luxe financé avec les biens du mariage, les frais de voyage déguisés en dépenses professionnelles, les fonds de l'entreprise utilisés à des fins personnelles. Rien n'était exagéré. Rien n'était spéculatif. Tout était documenté, tout était étayé, tout était vérifiable. À un moment donné, le juge Reeves a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux. Non pas parce que les preuves manquaient de clarté, mais parce qu'elles étaient accablantes. L'avocat de Ryan a demandé une brève suspension de séance. La demande a été accordée. Alors que les gens se levaient et se déplaçaient dans la salle d'audience, Ryan s'est approché de moi. Cette fois, il n'y avait plus d'arrogance, plus de moquerie, plus de supériorité. Seulement du désespoir. « Emma » a-t-il dit. J'ai levé les yeux. « Quoi ? Tu as planifié ça depuis des mois ? » J'ai réfléchi à cela. Puis j'ai répondu honnêtement. « Non. » Il a froncé les sourcils. « Non. Je me suis préparé pendant des mois. » Il y avait une différence très importante. Planifier une vengeance, c'est se concentrer sur la destruction d'une autre personne. Se préparer, c'est se protéger de cette destruction. Ryan a détourné le regard. Pour la première fois depuis le début de notre séparation, il a semblé sincèrement honteux. Mais l'audience n'était pas terminée. Loin de là. Parce que les actifs cachés n'étaient qu'une partie de l'histoire. Le véritable tournant est arrivé après le déjeuner. C'est à ce moment-là que j'ai appelé mon premier témoin. David Mercer, le cadre supérieur qui m'avait parlé à l'hôtel. Il s'est avancé vers la barre des témoins, et a prêté serment. Ryan a immédiatement eu l'air nerveux. Son avocat avait l'air encore pire. David a répondu aux questions avec soin, professionnalisme et honnêteté. Il a décrit les décisions financières que Ryan avait prises au cours de l'année précédente. Des décisions qui profitaient à plusieurs reprises à sa vie personnelle. Des décisions qui brouillaient la ligne entre les dépenses de l'entreprise et les dépenses privées. Rien de criminel, mais certainement inapproprié, et dévastateur dans le contexte d'une procédure de divorce. Le témoignage a duré près d'1 heure. Quand il s'est terminé, l'atmosphère de la salle d'audience avait complètement changé. Ryan n'était plus le mari confiant, protégeant ses biens d'une épouse déraisonnable. Il ressemblait à un homme qui luttait, pour expliquer une longue série de mauvaises décisions. Puis est venu le coup de grâce. Ni dramatique, ni théâtral, juste redoutablement simple. J'ai présenté une chronologie. Une frise temporelle complète, montrant exactement quand la liaison a commencé, quand les actifs ont commencé à bouger, quand les déclarations sont devenues incomplètes, et quand les grandes décisions financières ont eu lieu. Chaque événement se connectait logiquement. Chaque événement renforçait le suivant. Le schéma est devenu impossible à ignorer. Le juge Reeves a étudié la chronologie en silence. Puis, il s'est adossé à son fauteuil. La salle attendait. Finalement, il a parlé. Monsieur Carter, ce tribunal a de sérieuses inquiétudes concernant vos déclarations et votre conduite. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Personne ne semblait même respirer. Puis le juge a continué. Des poursuites supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires. Ryan a baissé la tête. Vanessa fixait le sol. Ses parents semblaient abasourdis. Et à ce moment précis, il s'est passé quelque chose d'inattendu en moi. Je ne me suis pas sentie victorieuse. Je pensais que ce serait le cas. Je pensais que le fait de tout exposer m'apporterait de la satisfaction. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la tristesse. Parce qu'assis de l'autre côté de la salle, il n'y avait pas seulement l'homme qui m'avait trahi. C'était aussi l'homme que j'avais autrefois aimé.
L'homme qui partageait des plats bon marché avec moi, sur les quais de la Seine. L'homme avec qui, je le croyais autrefois, je passerai le reste de ma vie. Cet homme-là semblait désormais très loin. L'audience a été levée tard dans l'après-midi. Alors que les gens sortaient, Ryan est resté assis, seul. Pour la première fois, personne ne s'est rassemblé autour de lui. Pas de famille triomphante, pas de sourire confiant, pas d'illusion de contrôle. Juste les conséquences. Et bien que l'affaire ne soit pas encore terminée, tout le monde dans cette salle d'audience avait compris la même chose. L'issue avait déjà changé. La seule question qui restait, c'était de savoir à quel point. Le jugement final a été rendu cette semaine plus tard. D'ici là, la majeure partie du drame s'était effacée de la vue du public. Il n'y avait pas de caméras de télévision, pas de journalistes attendant devant le palais de justice, pas de gros titres viraux. Juste des avocats, des experts financiers, des dossiers judiciaires, et un juge examinant minutieusement les conséquences de choix faits sur de nombreux mois. La vraie vie est généralement moins dramatique que dans les films. Mais à bien des égards, elle est beaucoup plus puissante. Parce que les vraies conséquences n'arrivent pas dans un seul moment explosif. Elles arrivent lentement. Elles s'installent, et ensuite, elles restent. Le matin de l'audience finale, Paris était recouverte d'une neige fraîche. La ville paraissait propre et silencieuse, sous un ciel d'hiver pâle. En me garant près du tribunal, je me suis surprise à penser à la femme que j'étais un an plus tôt. À l'époque, je croyais que ma vie était finie. Je croyais que 14 ans de mariage avaient été réduits à une trahison. Je croyais que perdre Ryan signifiait perdre l'avenir que j'avais travaillé si dur à construire. En me tenant là maintenant, je comprenais quelque chose de différent. Le mariage était terminé, mais pas mon avenir. À bien des égards, il ne faisait que commencer. À l'intérieur de la salle d'audience, tout le monde a pris place. Ryan semblait plus vieux. Pas physiquement, mais émotionnellement. L'assurance qui l'entourait autrefois comme une armure avait disparu. Les costumes chers restaient. L'apparence soignée restait. Mais la certitude s'était envolée. De l'autre côté de l'allée, était assise Vanessa. La distance entre eux était impossible à manquer. Des mois plus tôt, ils avaient l'air inséparables. Maintenant, ils ressemblaient à deux personnes qui partageaient la même pièce, et rien d'autre. Cela ne m'a pas surprise. Les relations fondées sur la tromperie peinent souvent à survivre, lorsque la réalité frappe à la porte. Le juge Reeves est entré. La salle s'est levée. Puis, la phase finale de l'affaire a commencé. Le prononcé du jugement a pris près d'1 heure. Le juge a soigneusement examiné les conclusions. Les actifs cachés, les déclarations incomplètes, l'utilisation abusive des ressources conjugales, les fautes financières. Rien de tout cela ne pouvait être ignoré. Quand tout fut terminé, le résultat était clair. Le tribunal m'a accordé une part nettement plus importante du patrimoine conjugal que ce à quoi Ryan s'attendait. Plusieurs biens dissimulés ont été réintégrés dans le processus de partage. Des pénalités financières supplémentaires ont été imposées, en raison des manquements dans les déclarations. Plus important encore, le récit que Ryan avait essayé de créer s'est complètement effondré. Le dossier officiel reflétait la vérité. Pas sa version des faits. La vérité. Lorsque le juge Reeves a finalement conclu, le silence a envahi la pièce. Cette décision n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une punition. C'était la responsabilisation de ses actes. Et devoir rendre des comptes peut ressembler étrangement à une vengeance, quand quelqu'un a passé si longtemps à croire qu'il n'y ferait jamais face. Alors que les gens commençaient à rassembler leurs papiers, Ryan s'est approché de moi. Je m'étais attendu à ce moment. Je ne savais juste pas quelle forme il prendrait. Pendant plusieurs secondes, il est resté là, sans rien dire. Puis il a parlé. J'ai perdu. Je l'ai regardé. Non. Il a froncé les sourcils. Non. Non, tu as perdu bien avant aujourd'hui. Ces mots n'étaient pas cruels. Ils étaient honnêtes. Ryan a détourné le regard. Et pour la première fois depuis très longtemps,
il n'a pas argumenté. Parce que je ne parlais pas d'argent, de propriété ou de décision de justice. Je parlais d'intégrité, de confiance, de moralité. Les choses qui comptent vraiment, bien après que les relevés financiers soient oubliés. Il a hoché la tête lentement. Puis il est parti. Juste comme ça. Pas de confrontation dramatique, pas de cris, pas de confession de dernière minute. Seulement un homme, fuyant les conséquences de ses propres choix. Un mois plus tard, j'ai appris que Vanessa avait mis fin à leur relation. Apparemment, la vie avec Ryan semblait très différente, une fois les batailles juridiques terminées, et les réalités financières apparues au grand jour. Là encore, je n'ai ressenti aucune satisfaction en l'apprenant. Non pas par sympathie pour l'un ou pour l'autre, mais parce qu'à ce moment-là, j'étais concentré sur mon propre avenir. L'histoire de la vengeance était déjà terminée. L'histoire de la reconstruction avait commencé. L'année suivante, je suis retourné à la pratique du droit. Pas de la même façon qu'avant. Je n'étais plus intéressé par la course au prestige, la compétition pour le statut, ou l'envie de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Au lieu de cela, j'ai créé quelque chose de nouveau. Une petite organisation de conseil juridique, dédiée à aider les conjoints financièrement vulnérables, à naviguer dans le divorce et la séparation. L'idée m'est venue de ma propre expérience. Encore et encore, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui avaient passé des années à soutenir leur famille, élever des enfants, gérer le foyer, ou aider à construire des entreprises, pour s'entendre dire à la fin que leur contribution ne comptait pas. Je savais exactement ce que cela faisait. Et je savais aussi que c'était faux. L'organisation a grandi plus vite que je ne l'espérais. Pas parce que j'étais extraordinaire, mais parce que le besoin était immense. Les gens avaient besoin d'informations. Ils avaient besoin de conseils. Ils avaient besoin de quelqu'un prêt à leur dire qu'ils n'étaient pas impuissants. Chaque fois que j'aidais quelqu'un à comprendre ses droits, je sentais qu'une petite partie de ma propre guérison se poursuivait. Puis, près de 2 ans après le divorce, il s'est passé quelque chose d'inattendu. J'ai reçu une lettre. Pas un email, pas un SMS. Une lettre manuscrite de Ryan. Je me suis assise à la table de ma cuisine pour la lire, par un calme dimanche après-midi. La lettre n'était pas dramatique. Ce n'était pas une tentative de réconciliation. Ce n'était pas une demande de pardon. C'était simplement des excuses. Des excuses sincères. Il admettait que le succès l'avait changé. Il admettait qu'il s'était convaincu qu'il méritait des choses qu'il n'avait pas gagnées. Il admettait qu'il avait passé des années à me considérer comme acquise. Et peut-être plus important encore, il admettait qu'il avait réécrit notre histoire dans son propre esprit. Parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Quand j'ai fini de lire, je suis restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, j'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir. Je ne l'ai pas appelé. Je ne lui ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ces excuses n'étaient pas quelque chose que j'attendais. Elles n'étaient pas nécessaires à ma guérison. Mais je les ai tout de même appréciées, car assumer ces actes est important. Même quand cela arrive tard. Quelques mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que Ryan avait considérablement réduit son train de vie. Une maison plus petite, une existence plus calme, moins de personnes autour de lui. C'était peut-être une bonne chose. Parfois, perdre tout ce qui vous semblait important, est le seul moyen de découvrir ce qui compte vraiment. Quant à moi, j'ai fini par retrouver le bonheur. Pas parce qu'une autre personne m'a sauvée. Mais parce que je me suis reconstruite, pièce par pièce, jour après jour, choix après choix. Et ça, plus que n'importe quelle victoire au tribunal, est devenue la plus belle des vengeances. Non pas de regarder Ryan échouer. Mais de me regarder réussir. En y repensant aujourd'hui, je comprends quelque chose que je ne pouvais pas voir pendant les jours les plus sombres. Les gens qui vous sous-estiment en révèlent souvent plus sur eux-mêmes que sur vous. Ryan pensait que j'étais faible, parce que j'étais silencieuse. Il pensait que j'étais impuissante, parce que je ne me battais pas publiquement. Il pensait que j'étais finie, parce que j'étais seule. Il avait tort sur les 3 points. La force n'est pas toujours bruyante. Le pouvoir n'est pas toujours visible.
Et être seul ne signifie pas que vous êtes vaincu. Parfois, cela signifie simplement que vous vous tenez debout, porté par votre propre vérité. S'il y a une leçon à tirer de mon histoire, c'est celle-ci. Ne confondez jamais la gentillesse avec la faiblesse. Ne prenez jamais la patience pour de la capitulation. Et ne supposez jamais que quelqu'un a perdu, simplement parce qu'il ne fait pas de bruit. Parce que les personnes qui semblent calmes, sont souvent celles qui accomplissent le travail le plus important, en coulisses. Le jour où Ryan s'est moqué de moi au tribunal, il pensait que j'avais déjà perdu. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que j'avais passé des mois à me préparer, pendant qu'il passait des mois à me sous-estimer. À la fin, le tribunal m'a rendu justice, mais la vie m'a offert quelque chose d'encore meilleur, de la perspective, de la liberté, et la chance de construire un avenir basé sur la vérité, au lieu de l'illusion. C'était suffisant. Plus que suffisant. Si cette histoire a eu un écho en vous, prenez un moment pour penser aux personnes qui se sont relevées, après que la vie les ait mises à terre. Avez-vous déjà été sous-estimé, rejeté, ou mis de côté, pour finalement prouver aux autres qu'ils avaient tort, grâce à la patience, la préparation et la persévérance? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires qui nous rappellent que l'intégrité, la résilience et la vérité comptent toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre pour d'autres récits comme celui-ci.